Ma femme a ri et m'a dit, ta jalousie ne sert à rien, c'est juste une blague de flirt avec mon collègue. J'ai hoché la tête. Puis j'ai diffusé la blague devant tout le monde pendant le dîner. La clé à molette glissa de mes doigts tachés de cambouis alors que le rire de Laurence résonnait à travers la fenêtre de notre cuisine. Il était plus de minuit et j'étais sous le capot de ma camionnette dans notre allée, essayant de réparer une fuite de radiateur qui m'embêtait depuis des semaines. Mais ce rire, ce n'était pas son rire habituel de fatigue après le travail. C'était différent, plus chaleureux, plus vivant que tout ce que j'avais entendu d'elle depuis des mois. J'essuyai mes mains sur un vieux chiffon et m'approchai de la fenêtre. À travers l'entrebâillement des rideaux, je pouvais voir Laurence assise à la table de la cuisine, son téléphone collé à l'oreille, le visage illuminé par un sourire que je croyais autrefois réservé à moi seul. « Marc, tu es terrible », gloussa-t-elle en enroulant une mèche de ses cheveux blonds autour de son doigt. « Tu ne peux pas dire des choses pareilles à une femme mariée. » Marc, son collègue au cabinet Dumont et Associés, le cabinet d'avocats où elle gravissait les échelons depuis 3 ans. Je l'avais rencontré à quelques fêtes d'entreprise. Grand, rasé de près, le genre de gars qui portait des costumes chers et conduisait une BMW. Tout ce que je n'étais pas. Je suis sérieuse, continua Laurence, sa voix descendant d'un ton pour devenir un murmure. Si mon mari t'entendait parler comme ça. Ma mâchoire se crispa. Si son mari entendait quoi, exactement? La porte d'entrée claqua et notre fille de 17 ans, Clara, passa devant moi sans un mot, ses écouteurs dans les oreilles, se dirigeant probablement à nouveau chez son ami. Elle faisait beaucoup cela ces derniers temps, fuyant la maison, fuyant la tension qui s'accumulait entre Laurence et moi comme des nuages d'orage. « Papa, il faut que tu grandisses », m'avait-elle marmonné la semaine dernière quand j'avais demandé à Laurence pourquoi elle rentrait encore tard. « Maman essaie juste de construire sa carrière, et toi tu te comportes comme un homme des cavernes jaloux. » Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je surinterprétais les choses. Mais alors que j'écoutais les ricanements de ma femme à travers cette fenêtre, quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Je finis de réparer le radiateur en silence, l'esprit en ébullition. Quand je rentrai enfin, Laurence était déjà à l'étage, prétendant avoir une migraine. Son téléphone chargeait sur le comptoir de la cuisine, face cachée. D'habitude, il était posé face visible. Quand cela avait-il changé? Le lendemain matin, je me rendis à la salle de boxe de Raymond avant le travail. Raymond était mon ami depuis le lycée, à l'époque où nous étions tous les deux des gamins bagarreurs des quartiers populaires de Clisson. Aujourd'hui, il possédait la salle de sport, et je travaillais dans le bâtiment pour Moreau et Fils. Des parcours différents, mais la même complicité. « Tu as une sale tête », me dit Raymond pendant que j'enroulais mes bandes pour le sac de frappe. À 62 ans, il était toujours bâti comme un mur de briques, ses cheveux gris coupés courts, le regard toujours aussi affûté. « Merci pour l'encouragement, coach. Je suis sérieux. Qu'est-ce qui te tracasse? » Je commençais à frapper le sac. Chaque coup était plus fort que le précédent. Laurence a un nouveau copain au travail, un type nommé Marc. Raymond maintint le sac immobile. Et elle se comporte différemment, elle est secrète. Hier soir, elle était au téléphone avec lui après minuit, en train de rire comme une adolescente. Tu lui en as parlé? Je décochai un direct du droit particulièrement violent. Chaque fois que j'aborde le sujet, elle me dit que je suis paranoïaque. Elle dit que c'est juste du badinage inoffensif de bureau. Peut-être que c'est le cas. J'arrêtai de frapper et le fixai du regard. Tu es de quel côté, là? Raymond haussa les épaules. Je suis du côté des faits. Tu as des preuves qu'elle fait plus que parler? Je n'en avais pas. Pas encore. Mais ce pressentiment qui m'avait sauvé la vie sur les chantiers et dans les bagarres de ruelle n'était pas quelque chose que j'ignorais facilement. Ce soir-là, je décidai de tâter le terrain. Laurence cuisinait le dîner, ce qui était rare ces temps-ci, quand je mentionnais Marc l'air de rien. « Comment va ton ami Marc ?» On ne l'a pas vu aux dernières fêtes du cabinet. La main de Laurence se figea une seconde alors qu'elle remuait la sauce tomate. « Il va bien. » Pourquoi? Juste par curiosité. Vous semblez beaucoup vous parler. Elle se tourna vers moi, ses yeux verts étincelants d'irritation. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Juste une observation. Eh bien, observe ceci, dit-elle en posant la cuillère plus fort que nécessaire.
Marc est un collègue et un ami. Nous travaillons en étroite collaboration sur des dossiers. Si cela te dérange, tu devrais peut-être te demander pourquoi tu es si peu sûr de toi. Pas sûr de moi. C'était encore ce mot. C'était devenu sa défense préférée chaque fois que je remettais en question son comportement. Je ne manque pas de confiance en moi, Laurence. Je me pose des questions. Il y a une différence. Ah bon? Étonnant. Parce que de là où je me tiens, on dirait que tu es menacé par le fait que j'ai des amis masculins qui apprécient mon intelligence. L'insinuation fit mal. Et moi, non. Quand as-tu pris des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Vraiment pris des nouvelles, pas juste un « comment s'est passée ta journée » pendant que tu regardes la télé. Elle marquait un point, et je détestais ça. Quelque part en chemin, nous avions arrêté de vraiment nous parler, mais cela n'excusait pas le secret. Tu as raison, dis-je. Je devrais m'intéresser davantage à ton travail. Peut-être que je devrais rencontrer ce Marc convenablement. L'inviter à dîner à la maison. Le visage de Laurence devint blême. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi pas, s'il est un si bon ami? Parce que les relations de travail et la vie de famille ne se mélangent pas. Jacques, tu devrais comprendre ça. Mais je ne comprenais pas. Pas quand elle prenait ses appels à minuit. Pas quand elle souriait à son téléphone d'une manière qu'elle n'avait plus eue pour moi depuis des mois. Cette nuit-là, après que Laurence se fut couchée tôt avec une autre migraine, je me retrouvais à fixer le plafond, écoutant sa respiration à mes côtés. Nous étions mariés depuis 19 ans, des amoureux du lycée qui avaient construit une vie ensemble à force de détermination et d'amour. Du moins, c'est ce que je croyais. Les jours suivants passèrent dans un flou de tension tacite. Laurence travailla tard 3 soirs d'affilée. Quand elle rentrait, soit elle était trop fatiguée pour parler, soit elle était trop concentrée sur son téléphone pour s'intéresser à la famille. Clara le remarqua aussi, bien qu'elle m'accusât de créer un climat hostile. Si tu soutenais sa carrière au lieu de remettre en question chacune de ses amitiés, elle serait peut-être plus présente, dit-elle au petit déjeuner, sans lever les yeux de son propre écran. Je soutiens sa carrière. C'est ça. C'est pour ça que tu te comportes comme un petit ami jaloux chaque fois qu'elle mentionne un collègue masculin. La vérité sort de la bouche des enfants, ou dans ce cas, de celle d'une adolescente qui avait hérité de la langue acérée de sa mère et de l'entêtement de son père. Le vendredi soir, j'étais dans le garage à organiser mes outils quand j'entendis la voiture de Laurence entrer dans l'allée. Elle riait. Ce même rire chaleureux et sincère que j'avais entendu à travers la fenêtre de la cuisine. Mais elle était seule dans la voiture, parlant via son kit main libre. Je sais, disait-elle en coupant le moteur. Tu es absolument terrible, Marc. Et si quelqu'un t'entendait? Mes mains se crispèrent sur la clé que je tenais. Mardi, ça me va, continua-t-elle. Au même endroit que la dernière fois. Parfait. On se voit là-bas. Au même endroit que la dernière fois? Quel endroit? Quand y avait-il eu une dernière fois? J'attendis qu'elle soit à l'intérieur avant de la suivre. Elle était déjà à l'étage, prétendant avoir besoin d'une douche pour évacuer la journée. Son sac à main était posé sur le comptoir de la cuisine, et pour la première fois de notre mariage, je ressentis l'envie d'y fouiller. Je ne le fis pas, mais le simple fait d'en avoir envie me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur notre situation. Le dimanche matin apporta une opportunité inattendue. Laurence était partie pour son jogging hebdomadaire, une nouvelle habitude qu'elle avait prise il y a 6 mois, à l'époque où elle avait commencé à travailler en étroite collaboration avec Marc, et Clara dormait encore. J'en étais à ma 2e tasse de café quand le téléphone de Laurence, qu'elle avait laissé charger sur le plan de travail, vibra à cause d'un SMS. L'écran s'alluma et je vis l'aperçu. Marc, j'ai hâte de te voir mardi. Mais cette robe bleue que j'aime tant. Ma tasse de café frappa le comptoir plus fort que prévu. Cette robe bleue, celle que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière, celle qu'elle avait qualifiée de trop habillée pour Clisson et qu'elle n'avait portée qu'une seule fois. Le téléphone vibra à nouveau. Marc, hier soir était incroyable. Tu es formidable. Hier soir? Laurence était à la maison hier soir, n'est-ce pas? J'essayais de me souvenir. Elle s'était couchée tôt vers 21h, prétextant être épuisée par un dossier difficile. Mais notre chambre était à l'arrière de la maison.
Elle aurait pu facilement s'éclipser après que je m'étais endormi devant la télé en bas. Je fixais le téléphone, le cœur battant à tout rompre. La partie rationnelle de mon cerveau me disait de ne pas regarder. La partie Marie de mon cerveau, celle qui s'éteignait lentement depuis des mois, me disait que je devais savoir. Sans réfléchir davantage, je pris le téléphone. Laurence n'avait jamais été très douée avec la technologie. Son code d'accès était toujours la date de notre anniversaire de mariage. Les messages s'ouvrirent facilement, et ce que je vis me noua l'estomac. Des semaines de flirt. Des mois, en fait. Des messages qui commençaient de façon professionnelle pour devenir progressivement personnels, puis intimes. Des photos que Laurence avait envoyées, pas explicites, mais suggestives. Des photos d'elle dans des tenues que je n'avais jamais vues, prises dans des endroits que je ne reconnaissais pas. Et puis je trouvais la capture d'écran d'un reçu d'hôtel dans ces photos, provenant d'un email. L'auberge du Moulin, à 2 villes de là, mardi dernier, le jour où elle prétendait avoir travaillé tard sur une déposition. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et reposer rapidement le téléphone là où je l'avais trouvé. Laurence apparut dans la cuisine, les joues rougies par sa course, l'air plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Bonne course ?» demandai-je, fier de la normalité de ma voix. « Super. Je pense que je vais prendre une douche et qu'ensuite nous pourrions faire quelque chose en famille aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas passé de temps ensemble. » L'ironie ne m'échappa pas. Elle voulait jouer à la famille heureuse le matin même où je découvrais sa liaison. Ça marche, mentis-je. Où veux-tu aller? Peut-être dans ce nouveau restaurant en centre-ville. Clara a envie de l'essayer. J'acquiesçai, la regardant attraper son téléphone et monter à l'étage. En quelques minutes, j'entendis l'eau de la douche couler. Et puis, faiblement, j'entendis son téléphone vibrer à nouveau. Même sous la douche, elle restait connectée à Marc. Au restaurant, j'observais attentivement Laurence. Elle gardait son téléphone face cachée sur la table, mais je pouvais la voir lutter contre l'envie de le regarder. Chaque vibration la crispait légèrement. Clara bavardait sur l'école et ses amis, inconsciente des tensions sous-jacentes. « Papa, tu es bien silencieux aujourd'hui », remarqua Clara, levant les yeux de son burger. « Je pense juste au travail. » Le projet Moreau, d'un ton curieux. Quelque chose comme ça. C'était la conversation la plus polie que nous ayons eue depuis des semaines, et elle reposait sur un tas de mensonges. Laurence prétendait s'intéresser à mon travail tout en envoyant des SMS à un autre homme. Je prétendais ne rien savoir tout en planifiant ma prochaine étape. Ce soir-là, après que Clara fut allée dans sa chambre et que Laurence était censée lire au lit, je me rendis à l'auberge du Moulin. C'était un endroit petit et discret, le genre d'hôtel qui s'adressait aux voyageurs d'affaires et aux personnes qui ne voulaient pas être vues. Le genre d'endroit où une avocate pouvait retrouver son collègue pour un après-midi qui n'avait rien à voir avec des dossiers professionnels. Le réceptionniste, un jeune étudiant qui avait l'air de s'ennuyer fermement, se montra étonnamment serviable lorsque je lui expliquai que j'essayais de retrouver une boucle d'oreille que ma femme avait perdue lors de sa réunion d'affaires la semaine dernière. Ah oui, l'avocate blonde. Elle est venue plusieurs fois avec ce grand type en costume. Un couple charmant. Il demande toujours la même chambre, la 214. Elle a oublié quelque chose? Juste une boucle d'oreille. Un héritage familial, vous voyez ce que c'est. Il hocha la tête d'un air compréhensif. Les femmes et leurs bijoux, n'est-ce pas? Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus, mais ils nettoient toujours derrière eux. Des gens très professionnels, vous savez. Des gens très professionnels, n'est-ce pas? Je rentrais lentement à la maison, l'esprit en ébullition. J'avais des preuves maintenant, des preuves concrètes que Laurence me mentait, se faufilait en douce, avait une liaison. La question était de savoir quoi faire de ces informations. Je pouvais la confronter directement, mais elle avait déjà prouvé qu'elle savait esquiver et me faire douter de ma propre santé mentale. Je pouvais demander le divorce, mais cela ne signifiait pas automatiquement que j'obtiendrais un meilleur accord financier. Je pouvais la dénoncer publiquement, mais cela ferait aussi du mal à Clara. Ou je pouvais être patient. Je pouvais rassembler plus de preuves, monter un dossier, puis frapper quand le moment serait venu. Quand je rentrais, Laurence dormait, ou faisait semblant. Je me tins dans l'embrasure de notre chambre, regardant la femme que j'avais aimée pendant plus de la moitié de ma vie, et sentis quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine là où se trouvait autrefois mon cœur.
Le lendemain matin, je m'arrêtais à la salle de Raymond avant le travail. Tu as l'air de ne pas avoir dormi, dit Raymond en enroulant ses bandes pour notre séance d'entraînement habituelle. C'est le cas. J'ai trouvé des preuves. Raymond s'arrêta net. Des preuves de quoi? De la liaison. Reçu d'hôtel, SMS, la totale. Jacques, je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois utile. J'ai besoin de conseils. Nous montâmes sur le ring et Raymond tint les pattes d'ours pendant que je passais ma frustration dans des enchaînements de coups de poing. Quel genre de conseils, demanda-t-il. Le genre qui ne m'envoie pas en prison, mais qui s'assure qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Raymond baissa les pattes d'ours. C'est dangereux de penser comme ça, mon frère. Vraiment? Elle me ment depuis des mois, Raymond, me faisant croire que je suis fou, paranoïaque et peu sûr de moi, tout cela pendant qu'elle couche avec son collègue. Alors, divorce. Prends la moitié de tout et passe à autre chose. La moitié de quoi? Nous n'avons pas grand-chose. La maison a un crédit. Sa carrière décolle alors que la mienne stagne. Dans 5 ans, elle gagnera 2 fois plus que moi, et je serai l'ex-mari qui n'a pas pu supporter le succès de sa femme. Raymond réfléchit à cela. Alors, à quoi penses-tu? Je pense qu'elle veut jouer à des jeux. Je vais jouer, mais je vais mieux jouer qu'elle. Cet après-midi-là, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 19 ans de mariage. Je suivis ma femme. Elle m'envoya un SMS disant qu'elle travaillait tard à nouveau, mais au lieu d'aller à son bureau, elle se rendit directement à l'auberge du Moulin. Je me garai de l'autre côté de la rue et regardai la BMW de Marc s'arrêter 10 minutes plus tard. Ils se retrouvèrent sur le parking comme des amants dans un film. Un baiser rapide, sa main sur le bas de son dos alors qu'il marchait vers l'entrée. Elle portait la robe bleue. Je pris des photos avec mon téléphone. Pas pour des raisons juridiques, mais pour ma propre santé d'esprit, des preuves que je n'étais pas fou, que je ne délirais pas, que je n'imaginais pas les choses. Ils restèrent 2 heures. Quand ils sortirent, Laurence avait l'air ébouriffée d'une manière qui me souleva le cœur. Marc dit quelque chose qui la fit rire, et elle lui tapota gentiment le bras. Ils étaient complices, familiers. Ce n'était pas une nouveauté. Je suivis Laurence jusqu'à la maison, en restant assez loin pour qu'elle ne me remarque pas. Elle arriva 10 minutes avant moi, juste le temps de prendre une douche et d'enfiler ses vêtements de travail avant que je ne passe la porte. Comment s'est passé le travail, demandai-je. Épuisant. Cette affaire Pelletier me tue. Je serai peut-être encore en retard demain. Un autre mensonge. Je commençais à en perdre le compte. Cette nuit-là, alors que Laurence dormait à mes côtés, je fixais le plafond et préparais mon plan. Elle se croyait si intelligente, si prudente. Elle pensait que je n'étais qu'un simple ouvrier du bâtiment incapable de voir ce qui se passait dans son propre mariage. Elle allait bientôt comprendre à quel point elle se trompait. Le mardi arriva avec une douceur inhabituelle pour un mois d'octobre. Laurence était pratiquement rayonnante au petit déjeuner, fredonnant tout en préparant le café et vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une jupe noire et un chemisier en soie que je ne lui avais jamais vu, associé à des talons qui n'étaient absolument pas pratiques pour une journée au bureau. « Tu es très élégante », dis-je pour tester le terrain. « Merci. J'ai une présentation importante aujourd'hui. Je veux avoir l'air professionnel. » Un autre mensonge. Selon le calendrier sur le mur de notre cuisine, celui auquel elle pensait que je ne faisais jamais attention, elle n'avait aucune audience ni réunion client prévue ce jour-là. Sur quoi porte la présentation? Elle marqua un temps d'arrêt, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. L'affaire Pelletier. Des trucs juridiques ennuyeux. Je croyais que cette affaire t'épuisait. C'est le cas. C'est pourquoi la présentation d'aujourd'hui est si importante. Si je réussis, nous pourrons peut-être boucler le dossier. J'acquiesçai et souris, jouant le rôle du mari attentionné. Eh bien, bonne chance. J'espère que ta présentation se passera bien. Quelque chose dans mon ton l'incita à me regarder attentivement, mais j'attrapais déjà mes chaussures de sécurité, agissant comme si de rien n'était. Après le départ de Laurence pour sa prétendue présentation, je pris une journée de congé. Mon chef de chantier, David, n'était pas ravi de ce court préavis, mais je travaillais dans le bâtiment depuis 15 ans sans prendre beaucoup de repos.
J'avais accumulé des jours de congé. Au lieu de suivre à nouveau Laurence à l'hôtel, je décidai de rendre visite à son bureau. Je n'y étais allé qu'une poignée de fois au fil des ans, généralement pour les fêtes de fin d'année ou pour venir la chercher quand sa voiture était au garage. Mais je connaissais la disposition des lieux, je savais où se trouvait le bureau de Marc par rapport au sien. Le cabinet Dumont et Associés occupait le 2e étage d'un immeuble en verre du centre-ville. Meubles modernes et œuvres d'art coûteuses. La réceptionniste, une jeune femme nommée Estelle, qui avait toujours été amicale avec moi, parut surprise de me voir. « Jacques, qu'est-ce qui t'amène ? Laurence ne m'a pas dit que tu passais. J'ai pensé lui faire une surprise pour le déjeuner. Elle est là. » L'expression d'Estelle changea légèrement. « Oh, elle. Elle est absente aujourd'hui. Une audience au tribunal. » Intéressant. Même la réceptionniste la couvrait, ce qui signifiait que Laurence avait planifié ses absences avec soin. Et Marc ? Marc Thompson ? Peut-être qu'il sait quand elle sera de retour. Marc est absent aussi, en fait. Même dossier, je crois. Il travaille en étroite collaboration là-dessus. Je n'en doute pas. Eh bien, je vais juste lui laisser ceci, dis-je en sortant une petite boîte emballée que j'avais apportée pour servir de prétexte. Pourrais-tu la poser sur son bureau ? Bien sûr. Elle sera très surprise. Je suivis Estelle à travers les bureaux, bavardant tout en notant mentalement chaque détail. Le bureau de Laurence était soigné, organisé, professionnel, mais glissé dans le coin de son écran se trouvait une petite photo que je n'avais jamais vue auparavant. Elle et Marc lors de ce qui semblait être un séminaire professionnel, se tenant plus près l'un de l'autre que ne le feraient des collègues ordinaires. « C'est une belle photo », commentai-je. Estelle y jeta un coup d'œil. Oh, oui, c'était lors de la conférence juridique à Nantes le mois dernier. Laurence a dit que c'était très instructif. Nantes le mois dernier. Laurence m'avait dit qu'elle allait à une conférence à Paris. Un autre mensonge à ajouter à la pile grandissante. Je quittais le bureau avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec un plan qui commençait à prendre forme. Laurence se croyait maligne, mais elle devenait négligente. Confiante. Cette confiance excessive allait causer sa perte. Ce soir-là, Laurence rentra à la maison avec une mine réjouie qui n'avait rien à voir avec une présentation réussie et tout à voir avec un après-midi passé à l'auberge du Moulin. Elle se montra affectueuse d'une manière qu'elle n'avait plus eue depuis des mois, m'embrassant sur la joue, me demandant comment s'était passée ma journée, suggérant même que nous regardions un film ensemble. « Tu es de bonne humeur, observai-je. La présentation s'est très bien passée. Je pense que nous allons gagner cette affaire. C'est génial, ma chérie. Je suis fier de toi. » Les mots avaient le goût de la cendre dans ma bouche, mais je me forçais à les prononcer. Laurence me sourit chaleureusement, se sentant probablement coupable de ses activités de l'après-midi et compensant par un excès d'attention. Nous nous installâmes sur le canapé pour regarder une comédie romantique que Laurence avait choisie. Au milieu du film, son téléphone vibra pour un SMS. Elle y jeta un coup d'œil et sourit, un petit sourire discret qu'elle tenta rapidement de dissimuler. « Le travail ?» demandai-je. Juste Marc qui confirme quelques détails pour demain. J'acquiesçai, mais intérieurement, quelque chose se brisa. La façon désinvolte dont elle prononçait son nom, la facilité avec laquelle elle me mentait en face alors qu'elle était assise à mes côtés sur le canapé que nous avions acheté ensemble il y a 10 ans, c'était trop. « Tu sais », dis-je en mettant le film en pause. « Je repensais à ce que tu disais l'autre jour, sur le fait que je ne m'intéresse pas assez à ton travail. » Laurence parut surprise mais ravie. « Vraiment ? Vraiment. Peut-être que nous devrions inviter Marc à dîner à la maison un de ces jours. J'aimerais mieux connaître tes collègues. » Les couleurs quittèrent le visage de Laurence si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. « C'est vraiment gentil de ta part, Jacques. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Pourquoi pas ? Tu as dit que c'était un ami, non ? Et vous travaillez si étroitement ensemble. C'est juste que les relations professionnelles sont compliquées. Mélanger les affaires et la vie privée peut vite devenir délicat. Plus délicat que cela ne l'était déjà ? Elle me fixa, et pendant un instant, je vis de la peur traverser son regard. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Rien. Juste que ton travail semble prendre de plus en plus de place sur ton temps personnel ces derniers temps.
Des nuits tardives, des appels le week-end, des déplacements professionnels à Nantes alors que tu me disais que c'était à Paris. Cette dernière partie m'échappa avant que je ne puisse me retenir. Les yeux de Laurence s'écarquillèrent. Comment tu? Estelle l'a mentionné quand je suis passé à ton bureau aujourd'hui. Je voulais t'apporter à manger, mais tu n'étais pas là. Elle m'a parlé d'une audience au tribunal. Laurence resta silencieuse un long moment, son esprit tournant visiblement à plein régime. Tu es allé à mon bureau? Je voulais te surprendre. J'imagine que c'est moi qui ai été surpris d'apprendre que ma femme ment sur l'endroit où elle va et avec qui elle y va. Jacques, je peux t'expliquer. Vraiment? Parce que je suis curieux d'entendre comment tu expliques les reçus d'hôtel, les appels secrets, la façon dont ton visage s'illumine quand Marc t'envoie un message. La bouche de Laurence s'ouvrit et se ferma sans qu'aucun son n'en sorte, comme un poisson hors de l'eau. Finalement, elle retrouva sa voix. Tu as fouillé dans mon téléphone. Je n'ai pas eu besoin de fouiller quoi que ce soit, Laurence. Tu l'as laissé sur le plan de travail, et les messages de Marc se sont affichés. Des messages parlant de robes bleues, de nuits incroyables et d'endroits où vous êtes allés ensemble. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, mais je ne ressentis rien. Aucune sympathie, aucun regret, aucune envie de la consoler. Ce n'est pas ce que tu crois, chuchota TL. Ah bon? Alors c'est quoi? Éclaire-moi. C'est compliqué. L'adultère l'est généralement. Le mot resta suspendu dans l'air entre nous comme une arme chargée. Laurence tressaillit comme si je l'avais giflé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, dit-elle. Mais c'est arrivé. Ça dure depuis des mois, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, incapable de croiser mon regard. Depuis combien de temps, Laurence? Depuis combien de temps te moques-tu de moi? 6 mois, chuchota TL. Peut-être 7. 7 mois. Presque plus de la moitié d'une année de mensonges, de tromperies et de trahisons. 7 mois à rentrer à la maison auprès de moi après avoir été avec lui. 7 mois à me faire croire que je perdais la tête. Je veux que tu partes, dis-je calmement. Jacques, s'il te plaît, nous pouvons surmonter ça. Non, nous ne le pouvons pas. Je veux que tu quittes cette maison ce soir. C'est aussi ma maison. Vraiment? Parce qu'on dirait plutôt que ta maison, c'est la chambre 214 de l'auberge du Moulin. Elle eut le souffle coupé. Tu m'as suivi? Je n'ai pas eu besoin de te suivre bien loin. Tu n'as pas été très discrète. Laurence s'effondra complètement, sanglotant et suppliant, jurant que c'était fini, promettant qu'elle ne reverrait plus jamais Marc. Mais j'en avais fini avec ces mensonges. Prépare une valise, Laurence. Tu peux aller chez ta sœur Karine, chez Marc ou à l'hôtel, je m'en fiche. Mais tu ne restes pas ici. Et Clara? Et elle? Tu aurais dû penser à Clara avant de commencer à coucher à droite à gauche. Comme appelée par son prénom, Clara apparut en haut des escaliers, attirée par les pleurs de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle. Laurence et moi nous regardâmes. Un moment de communication silencieuse passa entre nous. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré ce que nous étions devenus, nous étions toujours les parents de Clara. Ta mère et moi avons des difficultés, dis-je avec précaution. Elle va s'installer ailleurs pendant un certain temps. Des difficultés? Quel genre de difficultés? Des problèmes d'adultes, dit Laurence en essuyant ses yeux. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Parfois, les mariages traversent des passes difficiles. Clara nous regarda tous les deux, son intuition d'adolescente captant les tensions de la situation. C'est à propos de l'ami de maman, c'est ça? Marc? Laurence et moi fixâmes notre fille, stupéfaits. Tu savais? Demanda Laurence. Clara leva les yeux au ciel. J'ai 17 ans, pas 7 ans. Vous croyez que je ne remarque pas quand tu envoies des SMS à longueur de temps en souriant comme une idiote? Ou quand tu as recommencé à te soucier de ton apparence? La façon détachée dont elle le disait, comme si c'était une évidence pour tout le monde sauf pour moi, était presque pire que de découvrir la liaison elle-même. Clara, commença Laurence. Laisse tomber, maman. Je ne suis pas stupide. Je pensais juste que papa était paranoïaque quand il n'arrêtait pas de poser des questions à ce sujet. Elle se tourna vers moi.
On dirait que tu n'étais pas si paranoïaque que ça, finalement. Sur ces mots, elle retourna dans sa chambre et claqua la porte, nous laissant Laurence et moi seuls face aux ruines de notre mariage. Laurence s'installa chez sa sœur Karine le lendemain, n'emportant qu'une seule valise et promettant de revenir chercher le reste de ses affaires quand nous nous serions tous les deux calmés. Elle croyait encore que c'était quelque chose que nous pouvions arranger, une mauvaise passe que nous pourrions surmonter ensemble. Elle ne comprenait pas que j'avais déjà dépassé le point de non-retour pour lui pardonner. La maison semblait différente sans elle, plus calme, mais aussi plus saine, comme si l'on avait retiré une source d'infection. Clara était distante et en colère, oscillant entre me reprocher d'avoir chassé sa mère et être furieuse contre Laurence pour l'avoir trompée. Une adolescente de 17 ans n'est pas armée pour gérer l'effondrement du mariage de ses parents, et je me sentais coupable de cela, mais pas assez pour reprendre Laurence. Je me plongeais à corps perdu dans le travail les jours suivants, faisant des heures supplémentaires sur le projet de Moreau et évitant les regards apitoyés de mes collègues. Les rumeurs se propageaient vite dans une ville comme Clisson, et tout le monde savait désormais que Laurence était partie. Les spéculations allaient bon train, oscillant entre des théories exactes et de pures inventions, mais je ne pris pas la peine de corriger qui que ce soit. Laisse-les parler. Raymond était le seul à connaître toute la vérité, et il s'inquiétait pour moi. Tu es tendu comme une arbalète, me dit-il le jeudi soir alors que nous travaillions le sac de frappe. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Je dors. Préparer ta vengeance ne compte pas comme dormir. Il n'avait pas tort. Je passais mes nuits à faire des recherches sur les procédures de divorce, à évaluer nos actifs et à réfléchir aux moyens de faire payer Laurence pour ce qu'elle avait fait. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel, publiquement. Je voulais qu'elle ressente la même humiliation qu'elle m'avait fait subir. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un, suggéra Raymond. Un thérapeute ou. Je ne vais pas aller parler de mes sentiments à un psy, Raymond. Alors parle à un avocat. Lance la procédure de divorce. Canalise cette colère dans quelque chose de constructif. J'avais déjà consulté un avocat, Thomas Bernard, un ami que je connaissais depuis le lycée et qui avait fait des études de droit au lieu de se lancer dans le bâtiment. Les nouvelles n'étaient pas idéales. La procédure de divorce ne m'accorderait pas automatiquement un avantage financier sous prétexte de son infidélité. Comme nous étions mariés depuis longtemps et que ses revenus augmentaient tandis que les miens stagnaient, il se pourrait même que je doive lui verser une prestation compensatoire ou que le partage ne soit pas en ma faveur. L'ironie était amère. Elle me trompe, et c'est moi qui trinque. Mais Thomas m'avait donné un conseil précieux, documenter absolument tout. Les dates, les heures, les dépenses. Si je pouvais prouver qu'elle utilisait notre argent commun pour financer sa liaison, cela pourrait peser en ma faveur. C'est donc ce que je fis. J'épluchai nos relevés de comptes bancaires et nos reçus avec la rigueur d'un inspecteur des impôts. Ce que je découvris fut édifiant. Des dîners coûteux dans des restaurants où je n'avais jamais mis les pieds. Des frais d'hôtel qui ne correspondaient pas à ses prétendus déplacements professionnels. Des achats chez Obad dont je n'avais jamais vu la couleur. Un week-end de 3 jours dans une chambre d'hôte en Solome qu'elle m'avait vendue comme une retraite en solo pour se vider la tête. Elle finançait sa liaison avec notre argent, me mentant sur ses déplacements et sur ses activités, tout en me faisant passer pour un mari paranoïaque dès que j'osais poser des questions. J'étais en train d'organiser ces preuves quand Clara rentra du lycée le vendredi après-midi, claquant la porte et montant les escaliers à grands pas sans un mot. Quelques minutes plus tard, je l'entendis au téléphone avec Laurence, leur voix traversant les cloisons minces. Je m'en fiche de tes problèmes, maman. Tu as fait ton choix. Non, je ne prends pas parti, mais je ne vais pas non plus faire comme si c'était la faute de papa, parce que ce n'est pas lui qui a triché. La conversation se termina par Clara qui raccrocha au nez de sa mère. Je frappai à sa porte. Ça va? Non, ça ne va pas. Ma mère est une menteuse, mon père se comporte comme un fou, et tout le monde au lycée parle de notre drame familial. Alors non, ça ne va vraiment pas. Je m'assis sur le bord de son lit. Je suis désolé que tu aies à vivre ça. Vraiment? Parce qu'on dirait que ça t'amuse. L'accusation fit mal parce qu'elle n'était pas tout à fait fausse. Certains aspects me plaisaient. La satisfaction d'avoir raison, le soulagement d'avoir des preuves concrètes, l'anticipation de voir Laurence faire face aux conséquences de ses actes. Je ne me réjouis pas de ta souffrance, Clara, dis-je doucement. Mais tu te réjouis de celle de maman. Je ne pouvais pas le nier,
alors je ne tentais pas de le faire. Ta mère a fait des choix, Clara. Chaque acte a des conséquences. Mon Dieu, on dirait un biscuit chinois de prédiction. Elle a fait une erreur, papa. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Une liaison, c'est une succession de choix délibérés faits sur plusieurs mois. Clara resta silencieuse un instant. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez divorcer et je vais devoir choisir mon camp. Tu n'as pas à choisir de camp. Nous restons tous les deux tes parents, d'accord? Un parent qui trompe et un parent qui prépare une vengeance. Super choix. Elle n'avait pas tort pour la vengeance. Je préparais quelque chose, même si je ne savais pas encore exactement quoi. Je savais seulement que je ne pouvais pas laisser Laurence s'en tirer avec un simple sentiment de culpabilité. Elle m'avait humilié, m'avait menti, m'avait fait douter de ma propre lucidité. Elle avait besoin de comprendre ce que cela faisait. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Le samedi matin, mon téléphone sonna. C'était Estelle, du bureau de Laurence. Jacques, je suis vraiment désolé de te déranger, mais je cherche à joindre Laurence et elle ne répond pas. Il y a un gros problème avec l'affaire Pelletier, et Maître Dumont veut lui parler immédiatement. Elle n'est pas à la maison, Estelle. Nous sommes séparés. Oh. Il y eut un long silence. Je suis désolé. Je ne savais pas. Est-ce que tu as un autre numéro pour la joindre? J'en avais un, mais une idée me traversa l'esprit. En fait, je peux peut-être t'aider. De quel genre de problème parle-t-on? La partie adverse a trouvé des incohérences dans les pièces que Laurence a produites. Maître Dumont est furieux. Il parle de sanctions, peut-être même d'un signalement à l'ordre des avocats. Intéressant. Quel genre d'incohérence? Je ne devrais probablement pas le dire, mais certains documents que Laurence prétendait provenir de sources officielles venaient d'ailleurs. On dirait qu'elle a un peu arrangé la vérité. Laurence avait pris des raccourcis, pris des risques pour gagner ses dossiers et accélérer sa carrière, et maintenant tout lui retombait dessus. Je vais essayer de la joindre, mentis-je. Mais à ta place, je continuerai d'insister sur son portable. Après avoir raccroché, je m'assis et souris pour la première fois depuis des jours. Laurence allait faire face à des conséquences professionnelles pour son travail bâclé. Des conséquences qui seraient bien plus lourdes si elle n'était pas disponible pour limiter la casse. J'éteignis mon téléphone et me rendis à la salle de Raymond. Si Laurence passait une mauvaise journée, autant que j'en passe une bonne. Quand je rallumai enfin mon téléphone ce soir-là, j'avais 17 appels manqués de Laurence et une série de messages de plus en plus paniqués. Jacques, s'il te plaît, rappelle-moi. C'est la crise au bureau. Je sais que tu es en colère, mais j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, Jacques, c'est sérieux. Mon travail est en jeu. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais ce que tu fais. Ce dernier message me fit rire à gorge déployée. Elle savait ce que je faisais. Elle n'en avait absolument aucune idée. Ce n'était que le début. Je ne la rappelais pas de la nuit, ni le lendemain. Je la laissais mariner. Le lundi matin, je passai devant l'immeuble de bureau de Laurence et vis sa voiture sur le parking dès 6 heures du matin. Elle essayait probablement de sauver ce qui pouvait l'être dans l'affaire Pelletier. J'espérais qu'elle passait un moment détestable. Mon téléphone sonna alors que je prenais un café dans le bistrot d'en face. Jacques, merci mon Dieu. J'ai essayé de te joindre tout le week-end. Je sais. J'étais occupé. Occupé, Jacques? J'ai failli perdre mon travail vendredi. Il y avait une urgence et je n'ai pas pu la gérer parce que j'étais trop bouleversé par notre situation pour réfléchir correctement. Notre situation? C'est comme ça que tu appelles ta liaison maintenant? S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que tu es en colère, mais me punir professionnellement ne va pas arranger notre mariage. Qui te dit que je veux arranger notre mariage? Un silence de mort s'installa à l'autre bout du fil. Jacques, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis qu'il est peut-être temps que nous passions tous les deux à autre chose. Tu as visiblement déjà commencé. Ce n'est pas. Marc et moi, c'est fini, Jacques. J'y ai mis un terme vendredi, après notre dispute. Je lui ai dit que nous ne pouvions plus nous voir. J'ai failli la croire. Presque.
Mais je me souvins des reçus de l'hôtel, des mensonges, des mois de trahison. Ça n'a pas d'importance, Laurence. Le mal est fait. Alors c'est tout? 19 ans de mariage et tu abandonnes tout simplement? Je n'abandonne pas. J'accepte la réalité. Tu as abandonné notre mariage il y a des mois quand tu as commencé à coucher avec Marc. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre et finis mon café tranquillement. À travers la vitre du bistrot, je pouvais voir son immeuble, imaginer Laurence assise à son bureau, essayant de sauver de front sa carrière et son mariage. Elle allait bientôt apprendre que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient plus être réparées. Et je ne faisais que commencer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Laurence avait quitté la maison et que les papiers du divorce avaient été déposés. Elle avait essayé de se réconcilier, se présentant à la maison à l'improviste, m'envoyant de longs emails d'excuses, allant même jusqu'à demander à Clara de plaider sa cause. Mais j'en avais assez de ces manipulations. Les répercussions de l'affaire Pelletier avaient été pires que prévu. Laurence avait réussi à conserver son poste, mais de justesse. Elle était en période probatoire au cabinet, sa trajectoire d'association était brisée et sa réputation entachée. Marc, de son côté, l'avait complètement abandonnée à son sort, affirmant qu'il l'avait mise en garde contre les incohérences des documents, mais qu'elle avait ignoré ses conseils. L'honneur entre traîtres, visiblement. Mais je voulais plus que des sanctions professionnelles. Je voulais une humiliation publique. Je voulais qu'elle ressente la même honte qu'elle m'avait infligée, le même sentiment de trahison et d'impuissance. L'opportunité se présenta sous la forme du dîner caritatif annuel de la Fondation de Clisson. C'était l'événement social de l'année dans notre petite ville, là où les chefs d'entreprises locaux et les notables se réunissaient pour se congratuler mutuellement et récolter des fonds pour des œuvres de bienfaisance. Laurence l'attendait avec impatience depuis des mois, y voyant une chance de faire du réseau et de redorer sa réputation ternie. Elle m'avait même appelé la semaine précédente pour me demander si je comptais y assister. Je me disais que nous pourrions peut-être y aller ensemble, avait-elle suggéré. Montrer aux gens que nous essayons d'arranger les choses. Est-ce que nous arrangeons les choses? Je l'espère. Je le veux, Jacques. Je veux réparer tout ça. Je la laissais espérer. Peut-être. Laisse-moi y réfléchir. En réalité, je réfléchissais surtout aux moyens de rendre cette soirée inoubliable pour de très mauvaises raisons. Le dîner se tenait au prestigieux château de la Garenne à la sortie de la ville. J'arrivais seul, vêtu de mon plus beau costume, le même que celui que je portais pour notre mariage il y a 19 ans. Il m'allait encore, bien qu'un peu serré au niveau de la taille. Laurence était déjà là, éblouissante dans une robe rouge que je ne lui avais jamais vue. Elle discutait avec un groupe d'avocats du barreau local, essayant probablement de réparer ses relations professionnelles. Quand elle m'aperçut, son visage s'illumina d'espoir. « Jacques, tu es venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Elle me présenta à ses collègues comme son mari, pas son mari séparé ou son futur ex-mari, juste son mari. Le mensonge lui venait si naturellement que j'en éprouvais presque de l'admiration. « Laurence nous a tellement parlé de vous, » me dit l'un des avocats, un homme mince aux lunettes de créateur. « Vous travaillez dans le bâtiment, c'est bien cela. » C'est exact. Je construis des choses. Des choses réelles. Des choses qui durent. Laurence me lança un regard d'avertissement, mais je me contentais de sourire. Le dîner se déroula entre mondanité et bavardage. Je jouais le rôle du mari attentionné, interrogeant Laurence sur son travail, complimentant sa robe, lui tenant même la main pendant les discours officiels. Elle se détendit au fil de la soirée, pensant probablement qu'elle avait réussi à me manipuler pour me faire donner une seconde chance à notre mariage. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le programme de la soirée comprenait une vente aux enchères silencieuse, un moment de convivialité, puis une série d'interventions sur le travail de la fondation. Les acteurs économiques locaux étaient invités à dire quelques mots sur l'engagement communautaire et la responsabilité citoyenne. J'avais appelé en début de semaine pour me porter volontaire afin de dire quelques mots sur l'importance de soutenir les familles de notre région. Les organisateurs étaient ravis d'avoir le point de vue d'un artisan local. Quand on m'appela au micro, Laurence parut surprise mais ravie. Elle pensait probablement que j'allais parler de l'implication de notre famille dans les activités locales, peut-être même mentionner son travail d'avocate. Je montai à la tribune et regardai l'assemblée d'environ 200 personnes. Des avocats, des médecins, des entrepreneurs, des élus locaux,
la crème de la société de Clisson, des gens qui connaissaient Laurence, qui la respectaient et qui allaient la juger. Bonsoir à tous, commençai-je. Je m'appelle Jacques Moreau, et j'ai vécu à Clisson toute ma vie. J'ai vu cette communauté changer et grandir, et j'ai toujours cru que ce qui rend un endroit spécial, ce ne sont pas les bâtiments ou les commerces. Ce sont les gens, les familles, les relations construites sur la confiance et l'honnêteté. Il y eut des applaudissements polis. Laurence me souriait chaleureusement depuis sa table. Je suis marié depuis 19 ans à une femme que je pensais connaître, une femme en qui j'avais une confiance absolue, une femme dont je pensais qu'elle partageait mes valeurs de fidélité et d'honnêteté. Le sourire de Laurence se figea un peu. Elle commençait à pressentir que quelque chose n'allait pas. Mais récemment, j'ai appris de dures vérités sur la confiance et la trahison. Sur ce qui se passe quand la personne que vous aimez décide que son bonheur personnel est plus important que ses engagements, plus important que sa famille. La salle devint de plus en plus silencieuse. Les gens commençaient à prêter une attention soutenue. Vous voyez, ma femme a une liaison avec son collègue depuis 7 mois. Un murmure de stupeur collective parcourut l'assemblée. Le visage de Laurence devint livide. Elle m'a menti, elle a menti à notre fille, elle vous a menti à tous, pendant qu'elle se faufilait en douce avec Mark Thompson de son cabinet d'avocat. Reçu d'hôtel, escapade secrète, SMS intime, toute cette liaison sordide documentée dans les moindres détails. Je sortis mon téléphone et le brandis bien haut. En fait, j'ai certains de ces SMS sous les yeux. Vous aimeriez que je vous en lise quelques-uns. Jacques, arrête. Laurence était debout, sa voix brisée par la panique. Pourquoi devrais-je m'arrêter, ma chérie? Tu as dit que c'était juste du flirt inoffensif, juste des blagues entre collègues. Tu ne devrais pas voir d'inconvénient à ce que tout le monde en profite. Je me tournai de nouveau vers la foule. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque, peu sûr de moi et jaloux, que leur relation était parfaitement innocente. Mais j'ai des photos d'eux entrant ensemble à l'auberge du Moulin, des reçus de cartes bancaires pour des dîners romantiques. Les preuves d'une femme qui a jeté son mariage aux orties pour quelques heures d'excitation avec un homme qui ne l'a même pas soutenue lorsque sa carrière a commencé à vaciller. La pièce était plongée dans un silence de mort, uniquement rompu par les sanglots étouffés de Laurence. Alors, quand vous penserez à soutenir les familles de notre communauté, rappelez-vous que certaines familles ne sont pas détruites par la pauvreté, la maladie ou les accidents, mais par le simple égoïsme. Par des gens qui prennent tout ce qu'ils ont et le gaspillent pour quelque chose qui n'a jamais été réel. Je posai le microphone et retournai vers ma table, mais pas pour m'asseoir. J'attrapai ma veste et me dirigeai vers la sortie. Jacques, s'il te plaît, cria Laurence derrière moi, mais je ne me retournai pas. Derrière moi, je pouvais entendre le brouhaha des conversations choquées, le grincement des chaises alors que les gens se retournaient pour dévisager Laurence, les chuchotements et les exclamations incrédules. Dès le lendemain matin, toute la ville de Clisson saurait ce qui s'était passé. L'humiliation de Laurence était totale et publique. Dehors, sur le parking, je m'autorisai enfin à sourire. Ce n'était pas un sourire de bonheur. Il y avait trop de douleur et de colère pour cela, mais c'était un sourire de satisfaction. Laurence avait voulu jouer, manipuler et tromper. Elle venait d'apprendre que je pouvais jouer à ce jeu moi aussi, et que j'y jouais bien mieux qu'elle. Mon téléphone se mit à sonner presque immédiatement. Laurence, puis Clara, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Je l'éteignis et rentrai chez moi à travers les rues calmes de Clisson, passant devant les maisons où les gens commençaient probablement déjà à colporter ce qui s'était passé au château. Une fois rentré, je me versai un verre de cognac et m'assis sur la terrasse, observant les étoiles. Demain apporterait son lot de conséquences. Des appels furieux de la famille de Laurence, des discussions difficiles avec Clara, probablement des menaces juridiques de la part des confrères de Laurence. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, je me sentais de nouveau moi-même. Laurence avait passé 7 mois à me faire passer pour un idiot, à me faire douter de mes propres instincts, à me manipuler pour me convaincre que j'étais paranoïaque et instable. Elle m'avait humilié en privé tout en jouant la femme parfaite en public. Maintenant, elle savait ce que cela faisait. 1 heure plus tard, une voiture s'engagea dans mon allée. Laurence en sortit, toujours vêtue de sa robe rouge, le maquillage gâché par ses larmes. Elle s'avança vers la terrasse comme une condamnée marchant vers l'échafaud. « Tu es content de toi ?» demanda-t-elle. « Ça commence à venir. Tu m'as détruite ce soir. Ma carrière, ma réputation, mes relations,
tout est fini. C'est drôle, je pensais que c'était Marc qui avait détruit ta carrière en te laissant assumer seul les risques. Je pensais que c'était toi qui avais détruit ta réputation en choisissant de me mentir. Je pensais que c'était toi qui avais détruit tes relations en choisissant de duper tous ceux qui tenaient à toi. Elle s'assit lourdement sur les marches de la terrasse. Qu'est-ce que tu attends de moi, Jacques? Que faut-il que je fasse pour que tu me pardonnes? Rien. Il n'y a plus rien à faire. Certaines choses ne se réparent pas, Laurence. Certaines confiances ne se reconstruisent pas. Alors c'est tout. C'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça que ça se termine. Elle pleura pendant un long moment, et je la laissai faire. Lorsqu'elle se calma enfin, elle me regarda avec une lueur qui ressemblait presque à du respect. Je t'ai sous-estimé, dit-elle. Oui, tu l'as fait. Je pensais que tu n'étais qu'un simple ouvrier du bâtiment qui ne se défendrait pas. Je suis un simple ouvrier du bâtiment, mais je ne suis ni faible, ni stupide. Tu l'as oublié. Elle se leva et réajusta sa robe. Les papiers du divorce seront signés le plus vite possible. Tu peux garder ce qu'il reste de ta carrière. Moi, je garde ma dignité. Laurence retourna à sa voiture sans ajouter un mot. Alors qu'elle s'éloignait, je me rendis compte que je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids de la trahison, la honte d'avoir été pris pour un imbécile, de devoir avaler ma fierté et faire semblant que tout allait bien. Tout cela s'était envolé. J'avais été humilié en privé. Maintenant, Laurence l'avait été en public. Nous étions quittes. Mais plus encore, j'étais libre. Libre d'un mariage qui était devenu un mensonge. Libre d'une femme qui avait préféré l'excitation à l'engagement. Libre de ce sentiment lancinant de ne pas être à la hauteur de la vie que j'avais bâtie. Je finis mon verre et rentrai. Demain, je commencerai à reconstruire ma vie. Mais ce soir, justice était faite.